Studio, directeur des solutions institutionnelles et réseaux de Natixis Asset Management. Bonjour Nuno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre sentiment de marché, est-ce qu'effectivement là il est en train de se passer quelque chose? On a eu ces épisodes d'aversion au risque, de consolidation, correction des marchés européens. Est-ce que cette phase est derrière nous? Est-ce que les marchés sont en train de repartir de l'avant de manière convaincante selon vous? Il me semble que ça devient convaincant. On avait des marchés assez étonnants puisque finalement les indices actions étaient quand même proches des plus hauts, oui. Et même les nouvelles géopolitiques, la Corée du Nord, etc., ont provoqué certes des à-coups, un petit peu de volatilité, mais on reste quand même dans des régimes de volatilité extrêmement faibles. Ce qui était peut-être un peu plus surprenant, c'était le comportement du marché obligataire, qui, sans qu'on soit dans une période de forte aversion au risque, était quand même en train d'aller chercher des niveaux de taux, notamment sur le Bund, qui semblait difficilement explicable par le discours des banques centrales. Donc on a eu peut-être, effectivement, pour les marchés européens, du moins, l'effet des mouvements de devises qui ont prévalu et qui ont inquiété. Je pense aussi sur le marché américain, il y avait une inquiétude et qui reste là toujours sur la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre des réformes. Et finalement, à toute chose, malheur est bon, les ouragans aux États-Unis ont probablement facilité la recherche et l'identification d'un compromis entre les républicains et les démocrates, et j'oserais dire même entre Trump et les démocrates, parce que je crois qu'il a surpris tous ses conseillers, finalement, en allant chercher cet accord sur le plafond de la dette et le budget. Donc ça nous fait gagner 3 mois, mais finalement ça montre aussi que peut-être Trump est capable de faire des deals. Il reste un dealmaker, voilà, même s'il a peut-être pas encore prouvé jusqu'à présent dans ses fonctions de président. On pourrait imaginer peut-être des avancées du côté des États-Unis, et ça c'est quelque chose qui serait certainement positif et pour les marchés américains et pour le dollar qui en a pâti quand même beaucoup ces dernières semaines. Le diable est dans les détails, parce que Steven Mnuchin, donc le secrétaire américain au Trésor, le ministre des Finances et de l'économie américain, en remet une couche. Il donne aujourd'hui une interview à CNBC ce matin à New York. Il reparle de la taxe réforme, de la réforme fiscale. Il espère pouvoir la faire passer d'ici la fin de l'année. Ça aussi, ça reste quand même une attente du marché. Se pose la question de la rétroactivité. Il dit l'idée de la rétroactivité au 1er janvier 2017 n'est pas enterrée. Et puis se pose la question du taux d'imposition des sociétés américaines. Voilà, autour de 35% aujourd'hui. Est-ce qu'on tombe à 15? Alors visiblement 15% d'IS, ça semble très difficile, le dit lui-même Steven Mnuchin. Est-ce que ce sera plutôt autour de 20, de 25? Enfin, ce seront des éléments importants quand il faudra juger cette réforme fiscale, j'imagine. Oui, c'est clair. Si on arrivait effectivement à 20-25, ce serait déjà une très bonne nouvelle. Ce serait déjà pas mal pour les investisseurs. Pour les investisseurs. Ouais. Au-delà, je crois que il y a aussi la politique de la Fed qui est en ce moment en train d'être évaluée. Clairement, on aura des chiffres de croissance probablement au 4e trimestre qui risquent d'être un peu brouillés par ce qui s'est passé avec l'ouragan Harvey. Et de ce fait, on voit mal la Fed aller relever ses taux dans cette incertitude, même si elle est temporaire, pour la croissance américaine. En tout cas, les statistiques économiques vont être troublées. Alors, on aura déjà probablement l'annonce ou le début du mouvement de non-réinvestissement des tombées d'échéance sur le portefeuille de la Fed qui va quand même retirer de la liquidité au marché. Et puis, par ailleurs, le Trésor va maintenant recommencer à émettre. Donc ça peut retirer quand même pas mal de liquidités du marché interbancaire. Et de notre point de vue, c'est quelque chose qu'on a relativement peu mentionné, mais ça devrait être plutôt haussier dollar. Oui, donc l'idée quand même que le basculement de l'obligataire vers les actions doit se poursuivre, malgré l'accès de faiblesse des taux qu'on a connu encore récemment, enfin qui correspond à un mouvement de rallye, d'achat massif sur le marché de la dette. Vous dites le mouvement devant nous, c'est plutôt l'idée d'aller à nouveau vers les actifs risqués.
Oui, je pense qu'il faut avoir une attitude constructive vis-à-vis des actifs risqués. On reste dans un environnement où la croissance mondiale est plutôt en train de surprendre à la hausse. Encore, c'est toujours vrai, parce que ça, on l'entend depuis quelques mois déjà. Oui, plus le temps passe, plus c'est peut-être difficile à obtenir cet effet de dynamique. Je pense qu'on reste dans une bonne dynamique. On va peut-être pas aller au-delà des chiffres qui étaient attendus il y a 2 ou 3 mois, mais on reste dans une dynamique qui est très forte. Okay. On reste avec des politiques monétaires somme toute très accommodantes et qui maintiennent des taux extrêmement bas, et même s'ils venaient à remonter un tout petit peu, finalement, ça serait tout à fait digérable par les marchés d'actions au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a dans le pipe au niveau des sociétés. Après, c'est vrai qu'on a des préférences régionales, on préfère plutôt l'Europe, où on est beaucoup plus en retard sur le cycle qu'aux États-Unis, mais finalement, ce qui s'est passé avec les ouragans pourrait peser à court terme sur la croissance, mais finalement ramener de la croissance un petit peu en 2018 et contribuer à prolonger un petit peu le cycle américain. Et je crois que c'est comme ça que finalement beaucoup d'investisseurs voient les choses. Donc on est dans un environnement où il y a de la recherche de rendement. On ne la trouve pas sur les marchés obligataires, surtout en zone euro évidemment, et on est obligé d'aller chercher, que ce soit sur les marchés émergents ou dans nos économies sur les actions, un petit peu de rendement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les marchés ont envie d'acheter. Oui, effectivement, l'appétit pour le risque là qui se maintient, qui est encore observable aujourd'hui, puisqu'on gagne 1,5% sur les actions européennes. On voit des taux qui remontent légèrement là aussi sur le marché obligataire. Alors il faut quand même se souvenir qu'on est tombé en fin de semaine dernière sur les plus bas de l'année. Par exemple, sur le 10 ans américain, on a failli passer sous les 2%. On est autour de 2,16% actuellement. Où en est-on justement des mouvements sur l'obligataire, sur les dettes et les dettes d'État? On va en parler tout de suite avec Éric Bourguignon qui nous rejoint par téléphone, responsable de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Management. Bonjour Éric, c'est toujours un vaste sujet de comprendre ce marché obligataire qui a connu à nouveau un accès de faiblesse. En tout cas, si on regarde les taux, les rendements payés par les obligations souveraines, on est retombé sur des plus bas de l'année. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours à peine, Éric. Oui, bonjour Grégoire. Oui, tout à fait. Eh bien, l'inquiétude qui prévalait encore la semaine dernière semble aujourd'hui se dissiper. Cette inquiétude avait porté les taux très très bas. Mais il faut reconnaître que les marchés sont assez soulagés aujourd'hui, d'une part de la détente sur le sujet coréen, et également en raison de l'impact peut-être plus faible que prévu des tempêtes. Donc de ce fait-là, eh bien, on retrouve un appétit sur le risque, ça a été dit, et ça se fait au détriment des valeurs refuges traditionnelles que sont l'or et, en ce qui nous concerne, les emprunts d'État des pays corps. Donc effectivement, sur les 2 dernières journées, eh bien, on a un 10 ans allemand qui est passé de 0,31 à 0,37% et un 10 ans américain qui est remonté de 11 centimes. Effectivement, cet après-midi à 2,16%. Voilà, retour de l'appétit pour le risque. Donc effectivement, on sort des valeurs refuges, des emprunts d'État pour aller sur les actifs risqués et notamment les actions. Au-delà de ce mouvement, Éric, est-ce qu'on peut imaginer quand même que le mouvement de remontée des taux se poursuive, beaucoup l'espèrent, beaucoup l'attendent. On voit quand même que c'est un chemin difficile, c'est un chemin compliqué et c'est surtout un chemin qui est à refaire à nouveau sur les taux américains et sur les taux européens. Alors, oui, je pense qu'il peut se poursuivre. Alors non seulement sur ces dettes des pays corps, mais également sur les dettes périphériques, qui elles aussi se comportent bien aujourd'hui, et sur la dette française d'ailleurs, il faut le préciser, qui aujourd'hui joue gros avec la réaction dans la rue au plan d'Emmanuel Macron. Mais donc oui, ça peut se poursuivre. Toutefois, ça ne peut pas aller, à mon avis, très très loin à court terme. Parce qu'effectivement, le discours des banques centrales plaide plutôt pour une hausse très modérée des taux des banques centrales, le cas échéant. Aux États-Unis, la faiblesse de l'inflation, d'une part, également la certaine division qu'on observe au niveau de la Fed ne milite pas vraiment pour une remontée importante des taux d'intérêt, a priori. En tout cas, c'est ce que pense le marché. Et puis en zone euro, là aussi, la faiblesse de l'inflation et la hausse de l'euro qui accroît cette faiblesse de l'inflation, là aussi va sans doute faire que la BCE soit très très prudente dans sa politique de normalisation. Donc ça, c'est le scénario des marchés, ce qui explique qu'à court terme, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Bon, il faut un peu de patience à court terme. Est-ce qu'on a devant nous quand même des indicateurs, des catalyseurs qui pourraient permettre de remettre un peu les pendules à l'heure? Il y a des statistiques américaines, je crois, en fin de semaine. La Fed également la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire dans le contexte actuel, la Réserve fédérale américaine, Éric? Je pense que les marchés
vont peut-être un peu vite en besogne, en estimant qu'il n'y aura plus de hausse des taux cette année et que la Fed ne procédera sans doute pas à 3 hausses supplémentaires l'année prochaine. Ça me semble un peu tôt, hein, pour conclure définitivement sur ce sujet. Effectivement, on a encore quelques mois à attendre de statistiques américaines pour voir évoluer le marché du travail, les salaires. Et il n'est pas du tout exclu dans ce domaine-là, d'ailleurs, que les salaires accélèrent d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois aux États-Unis, ce qui permettrait à la Fed de remonter ses taux d'intérêt de ce point de vue-là. N'oublions pas également que la Fed est très vigilante au risque d'instabilité financière. Janet Yellen en a parlé récemment lors du symposium de Jackson Hole, et elle a insisté sur ce sujet-là. Et je pense que si elle maintenait sa politique monétaire aussi agressive, eh bien ça pourrait avoir un effet d'accroître les risques d'instabilité, justement. Donc il me semble que ne serait-ce que pour cette raison, elle va quand même être tentée, elle et son équipe, de remonter les taux le plus vite possible. Bon, le plus vite possible, il y a une fenêtre de tir, il ne faut pas la rater. Bon, même si la situation de la Fed est aussi compliquée. Alors il y a le bruit qu'on attend, le bruit sur les statistiques américaines avec le passage de l'ouragan Irma et Harvey précédemment. Et puis il y a toutes les nominations également qui auront lieu au sein de la Fed, notamment l'an prochain. Nuno, ça aussi, est-ce que ça complique peut-être les décisions de politique monétaire aujourd'hui, tant qu'on n'a pas d'éclaircissement sur qui va diriger la Fed à partir de mars 2018, à la fin du mandat de Janet Yellen? Oui, c'est clair, on est dans une situation un peu inédite avec 5 membres c'est ça, du Conseil des gouverneurs de la Fed qui sont à remplacer. C'est beaucoup. On avait évoqué que Trump souhaitait plutôt des membres hawkish, donc plutôt des durs au niveau de la politique monétaire. Finalement, depuis le début de son mandat, il a tenu un discours qui semblait plutôt indiquer qu'il préférait des taux assez bas. Donc on change un désormais peu aux manettes de l'économie américaine. En revanche, on parle aussi de nommer des défenseurs de la règle de Taylor qui serait plutôt de nature à accroître les pressions haussières sur les taux directeurs. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le flou. Je pense que il est quand même peu probable, selon nous, que la Fed, au-delà des mesures qui sont déjà annoncées, qui vont ponctionner de la liquidité sur le marché par la réduction de son bilan, ou en tout cas la moindre croissance de son bilan, ne monte les taux. Il nous semble peu probable qu'il monte les taux en décembre. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hausses de taux courant 2018. Oui, il ne faut pas jeter le bébé. Mais là, trop vite. Le moment est probablement pas très très bien choisi pour le faire. Et la question de la prise de risque peut-être excessive sur certains marchés, dans la fonction de réaction des banques centrales, ça joue un rôle de plus en plus important. Oui, parce qu'il y a le mandat, l'inflation, éventuellement le taux de change qui peut être une source d'inquiétude, de préoccupation pour les banquiers centraux. Mais la question de la stabilité financière, là aussi, c'est un mandat très large, un mandat très vaste. Est-ce qu'on arrive au point où coûte que coûte, ou en tout cas même si ça peut coûter un peu sur les marchés, on aurait des banques centrales qui seraient prêtes à profiter d'une fenêtre de tir, d'une croissance globale comme ça, qui permettrait peut-être de remonter les taux ou normaliser un peu plus que ce que le marché estime aujourd'hui? C'est un risque? C'est un risque, effectivement. Ouais. On a des marchés qui sont quand même très chèrement valorisés aux États-Unis en particulier. On sait que même si les croissances bénéficiaires peuvent venir un petit peu aider au niveau des PE l'année prochaine, on est quand même assez exigeant. On est pricé pour la perfection, comme on dit aux États-Unis, et il y a quand même des difficultés du côté de l'endettement des entreprises. Enfin, on voit mal, par exemple, les politiques de rachat d'actions s'intensifier. Ça, c'était un soutien important au marché. Finalement, ceux qui achètent le plus aujourd'hui le marché américain, ce sont les particuliers qui sont très confiants. À des niveaux de confiance inédits. Il y a plusieurs indicateurs, mais des niveaux de confiance inédits depuis peut-être une quinzaine d'années. Tout à fait. Donc ça pourrait effectivement plaider pour, je dirais, un ajustement des politiques monétaires visant à éviter des excès finalement de valorisation sur certains marchés, parce que c'est vrai aussi bien pour les actions que pour le crédit. Par exemple, les spreads de crédit sont quand même à des niveaux extrêmement faibles. Éric Bourguignon, c'est un peu, c'est exactement d'ailleurs ce que vous nous disiez. Il faut avoir en tête effectivement que la question du prix des actifs, c'est une question qui revient peut-être de plus en plus souvent dans le discours des banques centrales. C'est très vrai pour l'instant aux États-Unis, on a le sentiment, Éric.
Oui, je pense vraiment que le problème n'est pas nouveau d'ailleurs, mais qu'il ne fait que ça construit. Voilà, oui. C'est ça le problème. Plus on attend, plus ça accroît ce risque d'instabilité, d'actifs soufflés. Par ailleurs, au niveau macroéconomique, il faut bien reconnaître que l'économie américaine va plutôt bien, voire très bien. Et les tempêtes récentes, on sait bien qu'elles seront corrigées au niveau de leur effet macroéconomique assez rapidement. L'histoire récente nous l'a montré. Donc, moi, j'avoue que je ne vois pas ce qui empêche la Fed d'agir. Bon, ce sera à suivre la réunion de la Fed 19 et 20 septembre, donc la semaine prochaine, avec le communiqué attendu mercredi prochain, donc le 20 septembre à 20h. On n'attend pas de décision sur les taux, mais des décisions notamment sur le bilan. Et là aussi, ce sera une première en la matière avec le début de la réduction du gigantesque bilan accumulé par la Réserve fédérale américaine. Et puis un mot, puisqu'on est sur les thématiques d'inflation, on a eu le chiffre d'inflation au Royaume-Uni. Alors oui, c'est le Royaume-Uni, ça intéresse quand même un petit peu, puisque c'est aux portes de l'Europe toujours. Un chiffre d'inflation qui accélère, quasiment 3% sur un an pour l'inflation au mois d'août, 2,9% précisément. C'est un peu plus que ce qu'attendait le marché. Et on voit d'ailleurs la réaction de la devise britannique, la livre sterling, qui s'apprécie contre dollar notamment, puisqu'on est remonté à 1,3250 pour un sterling actuellement, la livre sterling qui progresse environ de 0,7% face au dollar. Merci beaucoup Eric, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Eric Bourguignon, responsable de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Management. Il y a un point sur lequel je vais vous entendre encore, Nuno, qui était évoqué brièvement par Eric. La dette française joue gros aujourd'hui, c'est ce que nous disait Eric Bourguignon. En tout cas, les investisseurs surveillent le bon déroulement des réformes en France. La journée d'aujourd'hui, qui est un test en matière de mobilisation contre les ordonnances pour réformer le marché du travail en France. Est-ce que oui, c'est un sujet pour les investisseurs internationaux, on va dire? Le sujet des réformes et de la capacité du gouvernement français à mettre en œuvre ces réformes est un sujet. Il est évident que chaque étape va être un petit peu scrutée. Je ne pense pas que la mobilisation soit suffisante au jour d'aujourd'hui pour inquiéter les investisseurs sur la capacité de ce gouvernement à mettre en œuvre ce qu'il a dit. Après, il y aura des réformes sans doute un peu plus difficiles, peut-être en 2018, sur l'assurance chômage en particulier, peut-être sur les retraites également. Donc j'ai l'impression qu'on trouvera plus de consensus sur cette réforme du travail qui, certes, va dans le sens d'un assouplissement et d'une plus grande visibilité pour les entreprises, mais préserve aussi quand même l'essentiel des droits des salariés de notre point de vue, alors que il peut y avoir des sujets quand même un peu plus sensibles, notamment si on remet un peu en cause le modèle de parité à la française. Et donc, pour l'instant, je pense qu'on est encore dans un scénario plutôt assez favorable pour la dette française, et on reste un petit peu sur l'impression que pour le moment le gouvernement a la légitimité de mettre en œuvre ces réformes et pourra les faire passer. Jusqu'où, quel est le niveau d'attente des investisseurs par rapport à la capacité de la France à se réformer? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a payé? Est-ce qu'on a acheté vous disiez aux États-Unis, on est pricé pour la perfection? Est-ce qu'on a pas acheté encore, pas sur la France et pas sur l'Europe? On a effacé les hausses de spread finalement, France-Allemagne de la deuxième moitié de l'année dernière et du début de l'année. On a encore un spread, on est pratiquement au double du coût de la dette. Certes, c'est autour de 30 points de base par rapport à l'Allemagne, mais ça reste significatif quand même. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin avant qu'on retrouve des spreads équivalents. Merci beaucoup Nuno, merci d'avoir été avec nous en plateau. Nuno Texeira, directeur des solutions institutionnelles et réseaux de Natixis Asset Management.